Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Nous sommes le jeudi 19 mai, il est 22h10. Les marchés US viennent de fermer. Et du coup, on va faire un petit point rapide sur la situation des indices, ce qu'il est possible. Enfin voilà, ce qu'il est possible et surtout quel type de journée pourrions-nous avoir demain, vendredi 20 mai. J'ai affiché Apple en fait à l'écran. Parce que si je regarde, j'avais fait une contextualisation avec Apple ces derniers temps, puisque nous avons fait une phase 2 baissière semaine. Et surtout quand elle a rebondi hier ou avant-hier, je ne sais plus. Enfin, si, il y a eu un rebond là, oui, c'était oui, bah, jeudi 12 mai, lundi 16. Enfin, tout ce rebond là, qui a duré jusqu'à mardi soir, voilà, c'est bon, j'ai retrouvé. Jusqu'à mardi soir, tout ce rebond là a trouvé en résistance en fait la voile basse weekly ici et M7D hier, parce qu'on est monté, lorsqu'on est monté mardi, le point qu'on a fait mardi là, juste ici, ça correspond à la vol basse weekly. Alors, il faut savoir que quand les prix étaient plus hauts, la vol était remontée, puisque c'est une moyenne mobile. Donc, en fonction de où les prix sont situés, ça tire la moyenne mobile vers le haut ou vers le bas, c'est pas fixe. Donc, en tout cas, on l'a touché au point près mardi soir. Donc, ça, c'était la première résistance, on n'a pas fait de plus haut. Et le lendemain, on a ouvert avec un gap baissier sur M7D, au point près aussi. Là, elle a baissé parce que les prix ont baissé. Et ça nous a permis d'avoir ce non-croisement baissier en 3 heures. Donc l'objectif était le SAR, on l'a eu, et ensuite la bande basse de Bollinger qui correspondait à peu près au plus bas. Le fait est que ce soir, en fait, donc le lendemain, on est toujours dans le non-croisement baissier malgré le rebond à l'open cet après-midi. Ensuite, donc elle continue à s'enfoncer. Donc, en fait, tant qu'on est sous les clôtures là, je ne les ai pas tracées parce qu'elles sont super hautes, mais tant qu'on est sous ces niveaux-là, et même ces niveaux d'aujourd'hui aux alentours des 140, là, ce qu'on vient de casser, ce qui était le précédent point bas, parce que ça, par contre, je vais vous tracer. Tout ce qui est à ce niveau-là, c'est à regarder. Déjà parce que ça correspond au précédent point bas, et ensuite parce que c'est des clôtures qui sont toutes au même niveau. Donc il suffit juste qu'on rebreak ce niveau autour des 145-141 à la hausse pour que M7H3 redevienne haussière et pour que le non-croisement baissier soit terminé. Donc après on ne sait jamais, on peut ouvrir avec un gap haussier demain, mais j'en doute et je vais vous montrer pourquoi. Donc en tout cas voilà pour Apple, qui à court terme est toujours orienté à la baisse, et bien dans sa phase de baissière weekly. Quels sont les supports pour Apple? On va regarder ça tout de suite avec le... Voilà. Avec l'espace ATS long terme. Hop. Alors Apple. Mince. Excusez-moi, je suis un petit peu fatigué. Voilà, c'est déjà mieux. Donc, Apple. Voilà, donc, parfait. Donc en trimestre, on se rend compte qu'on a cassé M7 trimestre, qu'on est juste au-dessus de la prochaine close moins cette période du prochain trimestre, et qu'on a sur ce trimestre-ci, où il reste encore 42 journées, on a la close moins cette période de ce trimestre-ci qui est convergente avec le SAR trimestre. Donc ça, c'est un support aux alentours de 117 $, et ce qui est une zone convergente avec les M7 semestres aux alentours de 114 $. Bon, alors c'est beaucoup. En 114-117, l'écart est quand même assez important, mais ça reste une zone où il y a des supports qui sont assez convergents.
Et juste avant, on va avoir la balle haute année, aux alentours de 130, susceptible là aussi de faire support et même d'avoir un rebond technique avant d'aller réellement chercher ces supports là ici. Qu'on viendra chercher in fine, tout comme in fine parce qu'on a eu ces deux bulles là ici en semestre. Donc avec ces deux bulles, la plupart du temps, c'est un retour sur M7. Donc c'est pour ça que je vise cette zone là de M7 semestre qui est convergente avec le SAR ici et la close moins cette période. Et si je vous dis ça pour le semestre, c'est-à-dire que même si ici la balle haute année fait support, il faudra bien qu'à un moment donné ou un autre, on aille chercher également la M7 année qui est aux alentours de 90 dollars. Voilà, voilà. Donc voilà pour Apple et on se rend compte donc sur le moyen long terme, on peut supposer qu'elle est baissière. En tout cas, sur le moyen terme, elle est baissière ici en weekly. Et sur du plus long terme, trimestre, semestre, il y a des rattrapages à faire sur les M7 ici sur le SAR parce que là, la M7 trimestre est cassée. Donc, lorsqu'elle est cassée, on regarde le niveau de polarité en fait qui ferait qu'elle devienne baissière ou pas. Et en gros, ça correspond à cette zone de 115 dollars. Voilà. Pareil, je ne l'ai pas tracé, mais je vous le montre aussi. Vous avez le Jack mois, donc qui est la clause moins 20 période et qui détermine si M20 mois est haussière, reste haussière ou devient baissière en passant éventuellement sous le Jack. Et ce Jack là, il est aussi sur les 116, donc pareil, si vous avez toute une zone de convergence entre 115, 114, 115, 116, 117 dollars. Donc je pense que à court moyen terme, c'est quelque chose à regarder. Voilà. Donc ça, c'est la contextualisation par Apple. Pourquoi est-ce que je vous parle d'Apple? Parce qu'Apple est, si je ne dis pas de bêtises, la plus grosse capitalisation boursière mondiale. Et donc elle pèse dans l'indice S&P, je ne sais plus pour combien de pourcents, mais énormément. Ça doit être de l'ordre de 15 ou 20%, peut-être pas autant, mais c'est assez important. Enfin, elle fait partie des GAFAM, les GAFAM, je ne sais plus pour combien elle pèse dans les indices, mais c'est hyper lourd en fait, en termes de pondération. Donc ça va être très lourd dans le Nasdaq, très lourd également dans le S&P, moins dans le Dow Jones parce que le Dow Jones est calculé avec une pondération par les prix, là où les autres indices, le S&P et le Nasdaq, sont calculés en pondération par la capitalisation. Et donc du coup, ça impactera, ce type de calcul impactera plus les indices qui se calculent par capitalisation plutôt que par les prix. Voilà, voilà. Voilà pour Apple. Et je trouve important que lorsque vous avez une grosse capi comme ça, avec des gros objectifs baissiers, de pouvoir les contextualiser dans l'indice, en fait, tout simplement, et de voir même l'impact que ça pourrait avoir sur l'indice, parce que Apple qui baisse ou qui baisserait comme ça n'est pas rien. Donc maintenant, on va regarder les indices US. Je vous avoue que je fais la vidéo comme ça, je ne l'ai absolument pas préparée. Alors pour les indices US, le Dow Jones, donc on a un gap baissier aujourd'hui avec le SAR qui est cassé. On avait un croisement peut-être fort en H3, je vais regarder sur du plus court terme. Et voilà, donc sur le H3, on a eu alors pas la même forme que sur Apple, mais en tout cas le même mouvement baissier en fait, tout simplement un retour sur les plus bas avec un croisement baissier fort ici. Donc est-ce qu'on va se contenter des plus bas ou est-ce qu'on va poursuivre? Telle est la question. Alors pour savoir si on va poursuivre, je vais recharger euh, l'espace Attles intraday, s'il veut bien. Tac, tac, tac. C'est quand tu veux. Bon, je vais en essayer un autre. Et on va passer au bon.
Voilà pour le bon. Alors, donc, le Dow Jones, je le reprends. Donc ça, c'est en intraday. Alors, ce qu'on voit sur le Dow Jones, je vous le montre, c'est qu'on a un non-croisement baissier 30 minutes en cours, donc on clôture comme ça, et bien sûr on rebondit en fait sur la prochaine clôture moins cette période de la prochaine période, donc celle de 15h30. Alors je vous avoue que pour le coup je ne sais pas trop quoi en penser, parce que d'habitude c'est plus clair. Si on a un non-croisement baissier qui se fait comme ça en fin de séance, on peut être amené à penser qu'on aura bien la poursuite de la baisse le lendemain, même avec les futurs dans la nuit, c'est très courant. Sauf que là, je me méfie quand même de cette clôture moins cette période, de la prochaine période, donc de demain à 15h30, sur laquelle on rebondit au point près. Il y a une très grosse bagarre en fait entre les niveaux de polarité là en fin de séance. Il y a une très grosse bagarre ici sur les 31 300, 305 par là. Donc le hoagie de la période de la dernière demi-heure sur la close, et puis également sur les 31 208 exactement en fait. Donc pour le coup, moi j'aurais tendance à penser qu'avec cette phase 2 baissière H3 qui démarre très légèrement en fait, hein, avec la baisse d'hier, on peut dire qu'aujourd'hui on a temporisé. Mais j'aurais tendance à penser qu'on va finir par bien ouvrir cette phase de baissière en 3 heures, en sachant qu'on a cassé le SAR ici en jour, donc je pense pas forcément que ce soit pour rien si on a cassé le SAR. Et puis ce qui me conforte en fait dans le scénario baissier et la poursuite du flux baissier à court terme, donc je parle bien à court terme et pas dans plusieurs séances ou autres, c'est qu'on est proche du support en fait, M7 semestre, sur le Dow Jones qui est à 3500. Elle était à 3600 quand on était un peu plus haut, mais les prix sont descendus, donc elle est descendue aussi cette moyenne mobile. Et on est à 3500, donc là on part clôture à 750 points. À savoir que malgré le très joli rebond avec le gap baissier d'aujourd'hui, euh, puisqu'on a ouvert peut-être aux alentours de 3100 ou 31 200, je ne sais plus trop. On avait clôturé hier à 31 500 si je dis pas de bêtises. Donc du coup on a eu un rebond quoi, quelque chose un peu consolidant mais plutôt orienté à la hausse. On le voit ici en une heure. Bon, bah, malgré ce rebond, on finit quand même la séance en baisse à moins 0,075% de baisse. Donc est-ce que c'est engageant? Est-ce que ça l'est pas? Je trouve pas, puisqu'on a quand même eu l'occasion pendant la séance de se hisser assez haut et de se maintenir parfois assez haut. Par clôture, ça tient pas. On marque un non-croisement baissier 30 minutes. Bon, très honnêtement, je préfère, je price une poursuite de la baisse pour demain vendredi, au moins jusque sur les supports, si c'est pas plus, euh, pour, euh, pour le coup. Parce que si on a une phase de baissière là, comme ça qui part, en général, on ne fait pas semblant, quoi, surtout après avoir cassé le SAR jour. Donc ça, c'était pour le Dow Jones. Mais il y a quand même des éléments à faire attention, hein. On voit que là, les deux dernières périodes 15 minutes, le SAR en 15 minutes a parfaitement joué son rôle en termes de support. On voit que le 30 plus 1 a joué son rôle aussi. On n'a pas réussi à passer au H, mais on est au-dessus de OH plus 1. Bon, moi je pense qu'il y a une volonté de, de se stabiliser pendant la séance, de rehausser un peu le tout, mais je pense que ça partira demain plein sud pour, euh, pour le coup. Et puis on peut aussi parler à cette espèce de canal là. Aussi en général, ça, enfin, c'est pas de l'ATS, mais quand on casse ce truc-là, la plupart du temps, c'est par le bas. Enfin, c'est des patterns de continuation baissière. Donc voilà pour le Dow Jones. On va regarder le Nasdaq. Alors, bah, le Nasdaq, lui, il avait un espèce de non-croisement baissier 30 minutes un peu pourri. Il a quasiment fait l'objectif sur la vol basse.
Il a aussi le croisement fort, par contre on n'a pas fait l'objectif du croisement fort, on a recherché la balle basse 3 heures. Et puis on est sur les plus bas en fait, hein, tout simplement. Ce qu'il faudrait faire, c'est tracer aussi le plus bas d'aujourd'hui, qui est le plus bas de la phase de baissière, une heure qui a démarré hier sur le Nasdaq, et voir comment ça se passe. Mais pareil, là en clôture sur le 15 minutes, vous avez une espèce de faux croisement baissier. Euh, Enfin, les clôtures, globalement, même si elles sont pas négatives, elles sont pas hyper positives non plus, alors qu'elles auraient pu l'être. Donc, voilà, c'est comme ça, là, on casse le SAR, et puis en une heure, et on vient clôturer au plus bas de la période. C'est pas, enfin, je trouve pas ça très, très, très engageant, quoi. Surtout que, bon, on est sur le support, là, ici, avec M7 semestre. C'est bien, mais on est un peu trop sur le support, quoi. C'est comme rebond, c'est un rebond qui est assez poussif, quoi, puisqu'on le fait une fois, une deuxième fois ici, peut-être en double bottom. Un truc à noter, je sais pas si vous avez remarqué, le Nasdaq, il surperforme en ce moment euh, les, le S&P et le Dow Jones, pour une raison toute simple, c'est que dans son ratio, il se figure en fait qu'on a touché une résistance, enfin le S&P contre le Nasdaq, on s'est approché, là, quasiment fait M7 années en fait. Donc c'est-à-dire que là, le ratio de S&P était haussier contre le Nasdaq, et puis il y a un petit reflux actuellement en fait, puisqu'on est arrivé sur résistance. Donc les opérateurs là achètent plus de tech que de S&P ou de Dow Jones. Et ça se voit puisqu'on a une clôture Nasdaq à moins 0,44 pour un S&P à moins 0,58 et un Dow Jones à moins 0,75. Voilà. Ce que je pense de tout ça d'ailleurs, c'est que malgré ce ratio et donc cette possible rotation sectorielle sur du court terme pour le moment, est-ce que ça peut justifier... Enfin, non, la question, c'est pas est-ce que ça peut justifier un rebond, la question, c'est plutôt est-ce que ça peut motiver un rebond, et c'est pas l'impression que ça me donne en fait sur les graphiques. C'est absolument pas l'impression que ça me donne. Et je vais vous montrer une autre petite astuce. C'est sur du 24 mois cette fois-ci. Et on se rend compte en fait que sur les unités de temps 24 mois, sur pas mal d'indices, en fait, on est en bulle. En tout cas, on a ouvert en bulle. Et sur le 24 mois, là, le prochain support pour le dos, enfin la bonne haute année, elle est à 30 400 aux alentours. Pour le S&P, ça doit être similaire aussi. Pareil, 30 670. Une bulle aussi. On se rend bien compte hein, qu'il n'y a jamais de bulle sur une phase 2. Enfin, c'est même pas une phase 2, mais en tout cas, dans le flux, on voit bien que les supports et les résistances sont bien respectés. Là, en janvier 2000, là, la bulle qui éclate, oui, il y a une bulle qui a éclaté en l'an 2000, 99-2000, je ne sais plus. Bon, en tout cas, là, on le voit sur le graphique, en fait. En gros, on fait le support. Ici, on vient, on récupère M7 24 mois plus le SAR, et c'est un point bas, quoi, pour le coup. Il y a une petite phase de latéralisation, mais ça finit par repartir, quoi. Ça, il faut bien comprendre que c'est du 24 mois, donc il faut bien comprendre que c'est des supports très, 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 très long terme, mais il y a bien un flux qui est respecté, et les supports sont bien respectés, que ça soit la M7 année ou la balle haute année ici. Donc là, il y a encore de la place pour le S&P 500 pour descendre, tout en sachant que cette période, elle vient de démarrer, la période 24 mois, elle a démarré début 2022. Donc on va peut-être souffrir un petit peu, et puis en espérant que tout ça tienne et qu'on n'aille pas faire les M7 non plus, ce qui n'est pas impossible dans le contexte actuel. Voilà. Le Nasdaq, c'est encore pire, il est tellement monté lui. Alors, je vais prendre le composite, je dois l'avoir, oui. Composite, pareil, support à 11 000, enfin 10 800 plutôt, voilà, pour un plus bas à 11 108.
Donc il y a encore un potentiel de baisse. Ça, c'est pour l'année. Et puis on a aussi, on peut faire plus hein, en allant chercher M7 année, par exemple, pour le Nasdaq. Tout simplement. Et puis ça justifierait aussi de pousser le SAR ici en semestre, qui est quand même assez proche de la M7. Donc pourquoi pas le pousser un peu, le pousser un petit peu pour après repartir tranquillement et, rehausser la M7. Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour les indices US. Donc on a vu qu'il y avait des zones de support pour certains, mais je trouve pas que ce soit suffisamment franc en fait, en tout cas suffisamment clair plutôt. Donc j'aurais bien aimé faire des supports un peu plus conventionnels, en tout cas que ce soit pour le S&P et le Dow Jones, avec ce flux là qui démarre là, qui a démarré en journalier et même en weekly, on le voit. Donc ouais, ce serait bien, je pense, que de continuer en fait tout simplement et d'aller chercher ces supports pour repartir plus sainement. Voilà, voilà. Donc S&P, Dow Jones, nickel. On va regarder le CAC un peu et l'Europe qui surperforme énormément la zone US, puisqu'il baisse pas autant en fait l'Europe. Alors, pour le CAC, la clôture est assez drôle. Pourquoi? Bah parce que on clôture en fait sur le OD de demain, OD plus 1 en fait. Alors ce OD là, c'est lui qui permet de considérer que M7 est haussière ou baissière. Donc on a eu une résistance qu'on a approchée, qu'on n'a pas touchée. Il faut bien comprendre que c'est quand les prix sont descendus en fait que cette résistance M7 semaine est descendue. Bon, on voit que ça fait le boulot, puisqu'au final on a l'impression de l'avoir touchée. Alors cette résistance, elle peut amener à un non-croisement baissier jour, tout simplement. Donc l'escalier, il est là, comme ça. Et ensuite, comme ça. Donc au moins ça c'est bien, parce que les clôtures sont assez éloignées, donc ça fait une grosse zone d'arbitrage pour pouvoir faire ce non-croisement baissier-jour. Là on voit qu'il y a déjà eu un arbitrage aujourd'hui entre le ODI plus 2, donc le, la clôture moins cette période anticipée de 2. On a un peu méché dessous, mais globalement, on peut dire qu'on rebondit dessus. Donc ça, c'est un signal qui dit sur la clôture la plus basse, je rebondis. Donc je souhaite, c'est un premier signal qui me dit je souhaite que M7 reste haussière, probablement. Et puis là, on a ce deuxième signal où on remonte, on est tellement remonté qu'on clôture pile au-dessus du Audi de demain. Bon, alors c'est un signal à court terme. Il suffit qu'on ait un gap baissier demain matin et on n'en parlera plus parce qu'on sera en croisement baissier jour tout simplement. Donc ça dépend aussi vraiment de ce que vont faire les futurs pendant la nuit. Et pour savoir ce que vont faire les futurs pendant la nuit, c'est pour ça qu'on regarde un peu les clôtures, ce qu'ils ont fait aux US, parce que là, clairement, si on descend sous la clôture d'hier à 17h30, c'est chaud. En fait, tout simplement, parce qu'on a un bon croisement baissier, et le CAC, lui aussi, va retourner sur ses plus bas, ou presque, en tout cas, là, on a un objectif à 6100 avec le SAR et la vol basse. Et sur cette résistance, M7 Weekly. À l'inverse, si jamais on ne faisait pas ça, ce qu'il faudrait regarder, c'est qu'on fasse bien le... Alors, j'oublie aussi, en intraday, vous pouvez tracer cet escalier ici en H1 parce qu'on peut faire le non-croisement baissier jour, mais on peut aussi faire le non-croisement baissier 1 heure en fait, tout simplement. Il suffit juste que demain on ouvre sous OD, qu'on vienne chercher le OD, là, la clôture elle est à 6269. Il suffit juste qu'on vienne chercher les 6270, on va arrondir demain et qu'on tape dessus, ça nous fait notre résistance pour avoir ce non-croisement baissier 1 heure en fait, tout simplement.
Alors, ça ne veut pas dire qu'il va tomber d'un coup, surtout on se rend bien compte que les mouvements en ce moment se font pas sur les séances européennes, se font pas franchement en matinée. On a tendance quand même à attendre les US, il se passe beaucoup de choses sur les futurs le soir aussi. Ce qui est assez impressionnant, puisque des fois les futurs Europe, DAX et CAC bougent plus que dans la journée en séance cash quand on est ouvert. C'est vraiment dommage ça par contre, d'avoir des arbitrages qui se font comme ça plutôt que d'être autonome, mais bon c'est comme ça, c'est le jeu, c'est pas nous qui faisons les règles. Donc là je trace l'escalier, on voit que les clôtures sont montantes, si on se rend compte qu'on bloque sous 6270 demain, on va à un moment donné, et on voit bien là, 6250, ça sera, alors ça c'est celle de 9h, 10h, 11h. Si à 11h on est sous les 6250, ça sera pas bon en une heure, sans avoir dépassé les 6270. La clôture de ce soir, ce sera vraiment pas terrible en fait. Donc ce sera dans le non-croisement baissier jour de toute façon, et puis on ira éventuellement, enfin c'est pas éventuellement, mais on irait chercher en fait le non-croisement baissier horaire. Donc ça c'est pour le scénario baissier. Si on passait au-dessus et qu'on n'avait pas en fait ce non-croisement baissier jour, pour le moment, donc il faudra regarder le Ogi qui est un peu plus haut, puisque si ces deux-là ont été testés et on part du principe qu'ils sont validés, admettons, il faudra regarder en fait le Ogi qui est le plus haut, qui est situé à 6362. Donc il faudra le regarder et voir si on arrive à passer ce point-là, puisque par contre ça, à court équivalent, ça sera un Ogi surprise, donc c'est le Ogi de mardi prochain. Si mardi prochain on était là-dessous, la M7 en fait serait toujours susceptible de passer baissière et de soit ne pas croiser, soit croiser faussement. J'arrive pas à imaginer là, ce que ça pourrait donner sur les 3 prochaines périodes, mais en tout cas on aurait une pattern baissière si on n'arrivait pas à se lisser au-dessus des 6400 points pour arrondir par là en fait. Donc il faut vraiment bien regarder en horaire, là, surtout quand on est dans ce genre de, de configuration avec des wikis comme ça qui descendent d'un coup et qui remontent, parce qu'à un moment donné, ça va partir dans un sens ou dans l'autre, et ça ne fera pas semblant quand ça partira. Donc bien observer le niveau de polarité pour savoir dans quel sens ça partira. Donc ça, c'est pour les scénarios baissiers. Tac, tac, voilà. Oui, donc je disais, c'est pour ah oui, alors ça j'en parle aussi parce que ce jack-là, j'avais tracé il y a déjà deux séances de ça, et en fait on a reflué dessus, c'était un des plus bas qu'on était susceptible d'avoir là dans toute cette zone, et donc je l'avais tracé tout simplement parce que bah, c'est aussi un bas de range, hein, que c'est un jack qui va arriver bientôt, donc si on n'arrivait pas à passer cette zone-là, il fallait bien prendre conscience en fait que susceptiblement ça pouvait faire résistance, et c'est ce qui s'est passé. Donc je l'ai tracé pour cette raison-là, mais ça doit être c'était un plus 3 ou oui c'était un plus 3 quand je l'avais tracé, et ça faisait sens sur le coup puisqu'on n'avait même pas été chercher cette W. Voilà, donc pour scénario baissier. Maintenant, scénario haussier. On ouvre au-dessus de OD demain, il n'y a pas de souci. On y tient en tant que zone de polarité, donc support, c'est super, il n'y a pas de souci. Maintenant, si on monte, bah, qu'est-ce qu'il est possible de faire ou de chercher? Un non-croisement un faux croisement haussier, 3R. Pourquoi un faux croisement haussier et pas un non-croisement haussier alors que M7 n'a pas croisé? Tout simplement parce que les deux prochaines périodes en 3 heures, elles durent, ça fait 6 heures en tout, et ce sont les plus hautes, et là les prix se sont tellement rapprochés, bon, c'est pas qu'ils sont tellement rapprochés, c'est qu'ils ont carrément cassé en fait le, les jacks, les clauses moins 20 périodes 3 heures. Donc dans ces configurations-là, les non-croisements ne sont plus possibles. On peut avoir des faux croisements en fait, tout simplement. Donc là, ce on va chercher, c'est vraiment que ben, pendant les premiers échanges, en fait, qu'on ait ce croisement qui se fera inévitablement, normalement, de la M7 et de la M20 qui pour l'instant reste haussière.
On aura un jack à 6142, donc relativement bas. Par contre, il faudra faire attention parce que celui qu'on aura à midi, sur la clause -20 période 3 heures, il est aussi sur OD+1 en fait, sur le guide de demain. Donc là, ça fera une double résistance si on n'est pas au-dessus. Faudra oublier en fait le faux croisement aussi possible et on aura sans doute, même très certainement, un croisement fort en fait, puisqu'on sera sous le jack et sous la clôture moins cette période de 3 heures. Sous les clôtures moins cette période de 3 heures. Donc la zone de polarité demain sur le CAC, elle est réellement à 6270, la clôture de ce soir en fait. Voilà, tout simplement. Est-ce qu'on peut regarder ça? Oui, ça c'est bon. Non, bah, pour le CAC, on a tout vu, donc les deux scénarios sont possibles. Suffira en vrai, hein, c'est aussi, ce qui est bien, c'est on peut aussi se placer dans une configuration comme ça avant l'open, hein, entre 8 h et 9 h sur les futurs CAC, et puis en fonction du niveau du côté du niveau de polarité dans lequel on est, si on est proche en plus c'est bien, euh, pour pouvoir prendre proche mais pas trop, pour pouvoir prendre position et puis avoir un stop plutôt serré parce qu'il est assez précis. Le CAC en général, des fois c'est 2 3 4 points, mais rarement plus en fait sur les supports et les résistances. Voilà. Donc ben, à y penser quand même entre 8 h et 9 h en tant que trader aussi de faire ses propres arbitrages avant l'open pour peut-être être susceptiblement déjà placé. Pour le DAX, et je vais conclure, non je ne conclurai pas là-dessus, je vais faire un petit tour sur le Bitcoin aussi. Bon, pour le DAX, exactement la même configuration que le CAC. Je vais tracer le OD de demain, puisqu'on se rend compte que si on ouvrait demain sous OD, on aurait une M7 qui serait baissière. Donc ce OD il est situé à 13 828. Donc sous 13 000, Opel sous 13 828 demain, on peut penser qu'on serait dans un faux croisement baissier, dans un faux croisement baissier jour. Voilà, tout simplement. Et si on cherche la résistance, eh bien, serait la clôture moins cette période de la semaine prochaine. Donc en gros, les indices là, ils ont globalement tous tapé, en tout cas pour l'Europe, des résistances. Là, on voit aussi hein, qu'il ne l'a pas fait au point près, comme le CAC avec M7W. Donc ça veut dire deux choses. Soit en fait on a vraiment pas de force pour aller jusqu'à aux résistances et qu'on les tire parce que ce sont des moyennes mobiles. Bon après là visuellement on peut dire qu'on l'a touché, hein, notre niveau de polarité. Soit on n'a pas suffisamment de force, ou soit en fait on reflue un peu pour pouvoir revenir sur ces résistances et passer en force en fait, tout simplement. Mais là quand je vois ça comme ça, moi je me pose pas de questions, je vends ces niveaux, je cherche les patterns qu'il peut y avoir avec et puis j'arbitre. Là mon arbitrage, en sachant que ces niveaux ont été vendus dans la semaine. L'arbitrage, il se fera demain avec la clôture moins cette période. Est-ce que M7 est haussière ou est-ce qu'elle est baissière? En fonction de ça, c'est vente ou achat en fait. Hein. C'est aussi simple que ça, sachant qu'on a tapé des résistances. Le H3, c'est la même configuration. C'est exactement la même configuration que le CAC et le H1 aussi. Eurostox. Bon, l'Eurostox, lui, il montre la voie puisque lui, il a clôturé sous le OD de demain. Alors, il faudra voir au niveau des futurs ce que ça donne, mais on voit bien que on clôture sous le OD de demain, on a une, deux, trois périodes où M7 est verte. Demain, si on ouvre comme ça, M7 sera baissière, on sera dans un non-croisement baissier. Baissier de jour et on ira retrouver les plus bas. Ce qui serait pas déconnant hein, pour un gros sell-off comme ça pour un vendredi, pourquoi pas. En résistance, M7W aussi, qui n'a pas été touchée, puisque là on voit que même en tirant les prix, elle est pas encore sur les prix. Donc il y a quand même une configuration baissière hein, sur l'Europe. En tout cas, baissière, tant qu'on passe pas au-dessus des résistances là, qu'on a pu observer. Voilà pour Eurostox, on va faire finir cette vidéo, pardon, avec le Bitcoin.
le Bitcoin. Donc, le Bitcoin, je rappelle l'objectif. Bah, il est là, de toute façon, on voit. CM7 semestre aux alentours de 24 000 $, mais bon, quand les prix descendent, elle est un peu plus bas. On se rend compte que cette semaine, on passe pas, on ouvre sous la bulle basse weekly et on passe pas dessus. Alors, est-ce que c'est pour aller vraiment chercher du flux ou, ou c'est juste une espèce de stabilisation? Moi, bête et méchant, je pense que c'est pour aller chercher du flux, puisque on fait un T1, derrière, on ouvre sous la bonne, on va pas la chercher, on va être vendredi demain, donc ça fait déjà 5 séances en fait euh, que c'est ainsi, où on est dans, ouais, on est entre 29 000 et 31 500 $. Donc à peine de là, de façon de voir en journalier ici, je vais dézoomer. Hop. Donc c'est assez plat en fait, hein. Moi je surveille les clôtures anticipées pour voir ce qu'on peut faire de la M7, mais c'est assez plat pour, pour le coup. Donc, parce que j'ai anticipé en fait sur pas mal d'actifs des non-croisements baissier jour, un peu comme ce que je vous ai montré sur les indices européens, mais là on est dans un mouchoir de poche, donc c'est difficile de se hisser sur la résistance ou au-dessus, et en même temps on maintient les clôtures. Euh, Maintien oui ou non, oui et non, puisque hier et avant-hier, on était quand même passé sous les niveaux de polarité, enfin hier surtout, alors qu'on avait ouvert au-dessus, donc M7 est passé baissière, là faut voir, il reste 3 heures, faut voir s'il arrive à se maintenir comme ça au-dessus de la clôture d'aujourd'hui et de celle de demain en fait, tout simplement. Donc, mais bon, après, en rangeant comme ça, je veux dire, tant que. Parce que ces clôtures, elles sont ici, le plus haut, il est là, ça correspond à la vol basse weekly. Tant qu'il reste dans cette zone-là et entre ces clôtures-là, et que vous avez votre M7 qui devient haussière pendant 3 périodes, donc tant qu'il reste au-dessus des 30 000 $, en fait, hein, donc, tout simplement, et entre les 31 500, bah, du coup, vous pouvez très bien avoir votre M7 qui passe haussière pendant 3 périodes et enclencher un croisement baissier jour ensuite pour aller chercher les 26, enfin le SAR là ici, la voile basse, et éventuellement les supports hein, qui sont là. Quoi. Je ne vais pas vous les refaire puisque je les ai faites déjà dans pas mal de vidéos, tout simplement. Donc voilà pour le BTC, c'est du moyen terme, et à court terme, je ne prononce pas, on est dans un range et on le voit quoi. Puisque peu importe les patterns que vous pouvez avoir ici entre faux croisement, faux croisement, faux croisement, et etc. etc. On se rend bien compte que c'est encadré ici par la bolle haute, H3, et la bolle basse, même si ça se compresse et ça se décompresse. Mais on est dans un range pour le moment consolidant. Voilà. Ce sera tout pour moi. Je suis désolé, c'est un peu long, mais en tout cas, pour bien comprendre la dynamique et les mécaniques de l'ATS, je pense qu'il faut bien expliciter certains concepts, certaines façons de jouer avec les zones de polarité, certaines clôtures, ce genre de choses. Ça ne s'explique pas en 2 secondes. Voilà, donc désolé pour la longueur de la vidéo. J'espère que ça vous permettra quand même d'apprendre des petites choses et puis en tout cas de déterminer comment vous procédez à vos arbitrages en fait, tout simplement, puisque on voit bien en fait qu'il y a toujours des choses à faire, même si on n'est pas forcément entré sur le point bas ou sur le point haut en intraday en tout cas, enfin même sur du plus long terme, hein, c'est pas un souci quoi. Mais donc voilà, je vous souhaite une excellente soirée ou une bonne journée si on est déjà demain. Et bon courage en cette dernière séance de la semaine. À bientôt.